Alors avant de donner la parole au président Willy Schramm dans quelques minutes, je vous propose d'accueillir 5 jeunes. 5 jeunes, je vous en prie, venez. Pour mieux cerner un petit peu cette nouvelle génération, je vais vous les présenter. C'est eux qui feront la chasse de demain, qui font même peut-être la chasse d'aujourd'hui. Prenez un micro. Alors Amélie. Je vous présente Amélie qui est en BTS Gestion et Protection de la Nature. Elle est aujourd'hui étudiante, elle s'est un peu promenée, elle a fait un service civique dans le golfe du Morbihan. Aujourd'hui, elle est en licence GADER à l'université de Perpignan. Et puis, je crois que tu ne connaissais pas plus la chasse que ça, mais c'est ta référente à l'université qui t'a dit « Va faire ton alternance à la fédération, parce qu'en termes de biodiversité, ils sont au top. » Tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Lola, qui est tout là-bas. Lola, elle a un parcours en génie biologique et sciences de l'environnement à l'IUT de Perpignan. Toi, tu es chasseresse, c'est ton grand-père et ton père qui étaient chasseurs, mais finalement, tu ne les as pas trop suivis quand tu étais enfant et tu te considères comme une chasseresse naturaliste. Alors, tu vas nous expliquer dans un petit moment ce que ça veut dire. Il y a aussi Manon. Manon, toi, tu es en sciences de l'environnement à l'IUT de Perpignan, tu es amie avec Lola, et toi, tu ne chasses pas. D'ailleurs, la chasse n'était pas trop ton monde, jusqu'à ce que tu participes à un projet tutoré à la Fédération avec Olivier Gallo. Il va falloir voir comment il arrive à vous convaincre après. Et tu as rencontré Lola, et c'est là qu'entre vous, ce débat entre une chasseresse et quelqu'un qui ne chasse pas a commencé. Gabriel, toi tu es en terminale, tu vas passer un bac en sciences et technologies de l'agronomie du vivant. Toi tu chasses, c'est ton grand-père qui t'a initié. Et puis tu as voulu faire un stage d'observation à la fédération parce que tu te demandais bien ce que pouvait bien faire une fédération de chasseurs. Et je crois que tu n'as pas été déçu. Et puis il y a Octave. Octave est étudiant lui aussi en licence GADER avec Amélie. La chasse, toi, pas plus que ça. Hein. Ouais, c'est ça. Tu as des amis chasseurs, tu as des amis anti-chasse, mais tu es curieux. Alors tu as voulu faire une alternance à la fédération et sa curiosité l'a poussé jusqu'à faire une formation de piégeur, je crois. Alors, Lola, chasseresse naturaliste, ça m'a interpellé. Qu'est-ce que tu entends par ça? Chasseresse naturaliste, je l'explique parce que aujourd'hui, dans un monde où l'avancée technologique prend de plus en plus d'importance, j'ai envie de revenir à des racines, à un monde finalement sauvage, brut, et de me reconnecter au vivant, tout simplement. Et je pense que ce terme de chasseur naturaliste n'est finalement pas si récent que ça, et qu'il y a une époque où ça avait toute une signification parce qu'ils vivaient en contact en permanence avec les éléments. Et aujourd'hui, il y a vraiment une signification parce qu'il y a un dérèglement du changement climatique et une nécessité d'avoir une résilience des écosystèmes. Et je pense que chasseresse naturaliste, ça apporte vraiment ce côté d'une chasse qui nouvelle, oui, mais qui finalement a pu exister. Et mais alors, quand tu discutes avec Manon de ce sujet, Manon, est-ce que ta vision de la chasse a changé quand tu discutes avec Manon, avec Lola? Moi, c'est vrai qu'avant de connaître Lola, j'étais anti-chasse, faut mettre les mots. Mais en fait, j'étais aussi ignorante. Enfin, je ne savais pas vraiment le monde, je ne le connaissais pas. J'ai rencontré Lola et je me suis dit, Lola qui est même plus nature que moi, comment, pourquoi est-ce qu'elle chasse? Et ça a engendré des questions, des dialogues qui ont fait que moi, ça m'a ouvert aussi d'esprit. Et c'est aussi grâce à elle que je suis ici aujourd'hui parce que je ne me serais jamais ouverte, je pense, au monde de la chasse s'il n'y avait pas eu ce dialogue-là. Et voilà, j'ai une autre vision de la chasse que maintenant je pense nécessaire. Et c'est très important de parler entre chasseurs et anti-chasse, en fait, pour aussi nuancer nos discours. Ou simplement non-chasseur, parce que tu ne comptes pas chasser finalement. Non. Finalement. D'accord. Gabriel. Alors Gabriel, toi tu chasses. C'est un partage familial. C'est aussi une tradition pour toi, puisque ça vient de loin, ça vient de ton arrière-grand-père même, je crois. Même plus loin, je pense. Ouais. Il y a des chances. Alors, que disent tes amis quand tu leur dis que tu es chasseur? Alors, vu que je suis un lycée agricole, il y a des chasseurs aussi avec moi, mais il y a aussi des anti-chasses. Et en fait, ça va dépendre du point de vue de chacun. J'ai des anti-chasses extrémistes qui ils sont pas du tout d'accord avec ce que je fais. Il y a les anti-chasses qui sont plus pacifistes, qui vont plus me dire que ils sont pas d'accord avec ce que je fais, mais qui me laissent quand même faire.
Il y a les ignorants, du coup, ceux qui me demandent qu'est-ce que c'est la chasse. Et puis, du coup, il y a mes amis chasseurs avec qui je partage cette passion. Alors tu m'as fait une réflexion quand on a discuté. Tu m'as dit finalement, il y a des jeunes générations qui sont parfois très radicales. Et puis il y a de moins en moins de jeunes dans les forêts aussi, dans la nature. Donc il y a une incompréhension, il y a un écart qui se joue entre la connaissance de l'espace sauvage et puis ceux qui s'en font une idée par les réseaux sociaux, par les médias, etc. Oui, par exemple, dans mon lycée, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui, simplement, ils sortent pas de chez eux, ils sont dans la ville, dans Perpignan ou autre. Et quand on leur explique comment ça se passe la chasse, ou même comment ça se passe dans la montagne, ils sont étonnés, ils savent pas du tout ce que c'est. Et des fois même, quand on prend un langage entre guillemets de chasseur, on est obligé de tout leur expliquer. Parce que justement, ils connaissent pas du tout. Toi, Amélie, ça te parle ce que dit Gabriel? Tu m'as dit que toi, de la chasse, tu en avais une idée qu'à travers les médias, finalement. Et tu as eu une amie, je crois, qui est végétarienne, qui était choquée de savoir que tu allais faire une alternance à la fédération. Oui, tout à fait. Donc moi, je fais partie des ignorants, qui ne connaissaient pas du tout le monde de la chasse. Et donc du coup, je fais l'alternance à la Fédération des Pyrénées-Orientales, donc de chasse. Et c'est vrai que ça m'a un peu ouvert les yeux, parce que voilà, comme disait Philippe, j'avais le regard que des médias, donc ce qui n'est pas vraiment positif. Et du coup, le fait que je fasse cette alternance, j'ai rencontré des gens complètement passionnés par la nature, par ce qu'ils font et par la chasse. Et du coup, je trouvais ça vraiment très très intéressant et j'apprends énormément de choses dans cette alternance. Donc voilà, maintenant, comme toi, j'ai un regard un peu meilleur sur la chasse. Et oui, donc justement, mon amie qui est végétarienne et qui est vraiment anti-chasse, on arrive quand même à discuter ensemble de ça. J'arrive à un petit peu à ouvrir aussi les yeux de son côté, bon, même si elle reste quand même fermée sur son opinion, mais bon, c'est quand même toujours intéressant, voilà, d'ouvrir le débat avec les anti-chasses, avec les chasseurs, avec les non-chasseurs aussi, qui ne connaissent pas de tout ça, et voilà. Alors je vous présente Octave. Octave, c'est un peu le... Moi, je disais que tu représentais un peu le paradoxe de la société, finalement. Peut-être. Peut-être. Pourquoi? Parce que donc tu es en génie biologique, spécialisé en agronomie. Oui, hein, c'est ça. Bon. Et tu fais de formation de piégeur. Tu as voulu savoir ce qui se passait. Tu es venu là un peu à reculons, parce que la chasse, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ça te branche pas trop. Non, alors juste, j'aimerais dire quelque chose par rapport aux réseaux sociaux. On a toujours l'impression que c'est énorme, mais en fait, c'est quand même des individualités. Il n'y en a pas énormément qui vont prendre la parole. Et même si parfois ça peut faire un gros flux, en fait, ça va jamais dépasser les 2000 personnes qui vont avoir une critique. Donc il faut vraiment nuancer ce qu'on voit et se dire que c'est pas du tout un reflet de la société, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est important quand même de le dire. Et alors tu me disais, et je suis un peu comme toi, c'est pour ça que ça m'a interpellé, parce que tu disais, oui, je mange de la viande, mais je ne vais pas tuer un animal, donc on est un peu lâche là-dessus. On aime bien qu'on nous le prépare dans une barquette, et puis après... C'est vrai que je suis plus du côté élevage. Moi, j'ai une famille d'agriculteurs de base, donc c'est vrai que je suis pas parti du côté chasse. Mais ça reste lâche d'aller acheter son animal dans sa barquette plutôt qu'aller le chasser. Ça, là-dessus, j'ai aucun doute. Et tes amis anti-chasse, comment ils le vivent? De toute façon, on dans un groupe avec des anti-chasses et des chasseurs, donc forcément, il y a un dialogue qui s'est ouvert et ça a nuancé un petit peu les propos de tout le monde, donc c'est forcément positif, mais il n'en reste pas moins anti-chasse et les autres n'en restent pas moins des chasseurs. Alors Lola, quand je t'avais dit, bon, ça serait bien que tu nous dises que vous êtes peut-être un peu l'avenir de la chasse, et puis tu m'as dit, non, mais attends, moi je suis le présent déjà, hein, je chasse, donc c'est moi la chasse d'aujourd'hui. Alors c'est quoi la chasse pour toi? L'avenir? Une transformation des milieux? Oui, transformation des territoires, une perte des habitats, que ce soit sauvages et naturels. Et les espèces sont aussi, il y en a qui sont en voie de disparition. Elles ne sont plus comme avant. On voit bien qu'aussi, avec le changement climatique, nous n'avons plus aussi les mêmes espèces qui sont présentes. Et celles qu'on pensait aussi autochtones et patrimoniales, finalement, ne le deviennent plus, parce que c'est sans cesse mouvant. Et donc, on a des espèces que l'on nomme envahissantes qui arrivent, mais qui finalement prennent aussi une place. Et peut-être qu'elle est aussi juste, cette place, parce qu'on a une mondialisation et qui fait que forcément, il y a des changements. Et donc, aujourd'hui, oui, il y a une nécessité, et je pense qu'elle se fait déjà, de vraiment de changer. Enfin, on ne chasse plus comme avant. Et j'ai bien rencontré des personnes qui m'ont dit qu'aujourd'hui, c'était plus pour un trophée, c'était juste simplement pour une connexion vivante, parce que c'est aussi un plat qu'on voit derrière, parce que c'est aussi une culture, parce que c'est une richesse avec un lien familial. Et
Et donc oui, je pense que la chasse a toute sa place, elle a sa place aujourd'hui, elle aura la place demain, mais je pense qu'aussi à nous de répondre intelligemment face à ceux qui ne connaissent pas ce monde et juste de transmettre en fonction de ce que nous sommes. Et on le voit bien aujourd'hui dans la sensibilisation avec les écoles, Olivier le voit aussi, la transmission, elle est nécessaire, elle est importante. Ne répondons pas avec des injures, répondons juste avec ce que nous sommes et ce que nous pouvons transmettre aux autres. Manon? Oui, je crois que vous pouvez l'encourager. Hein. Manon? Ce que dit ta copine? Moi, c'est vrai que je partage totalement son avis parce que la chasse de demain, il faut y penser. Il faut penser aussi, comme Lola le dit, à la chasse d'aujourd'hui. Et le souci, c'est que les gens en fait, s'éloignent de ce qu'on est vraiment avec toutes ces avancées, comme l'a dit Lola. Et c'est aussi un retour à la connaissance de son territoire. Et je pense que les gens doivent revenir à ça. Ils vont y revenir. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Mais il faut aussi donner une image de la chasse qui est loin de celle du chasseur qui veut le plus de trophées. Et qui est aussi un mode de vie, en fait. La chasse, c'est une culture, un mode de vie, ça se transmet. Et c'est une passion aussi. Et les gens aussi, je pense qu'ils ont besoin d'avoir ce discours-là, de comprendre que ça reste aussi pas qu'une culture, quelque chose qui est ancré. C'est important, on en a besoin dans l'environnement, on en a besoin pour ces gestions d'espèces qui, aujourd'hui, on a besoin de les gérer. Et voilà, je pense que c'est toute une vision, c'est la communication aussi sur la chasse qui est aussi peut-être à revoir, à moderniser. Et voilà, je pense que la chasse a toute sa place demain. Alors Gabriel, il y a un nœud parfois pour expliquer la chasse, c'est l'acte de tuer. Et tu me disais que toi, derrière ça, il y avait beaucoup de respect de l'animal. Tu arrives à l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas chasseur? Non, clairement pas. Mais, en fait, les gens ont du mal quand on leur dit qu'on respecte l'animal parce que on va lui mettre une balle dans son corps, on va le tuer. Ils n'arrivent pas à comprendre la notion de respect. Et j'avoue que moi-même j'ai du mal à le définir, mais je sais que quand on va à la chasse, le week-end avec la battue et tout ça, dans la tête, on n'a pas directement le on va tuer. Enfin, moi en tout cas, c'est d'abord je vais passer un moment avec des gens que j'aime bien, je vais passer un moment dans la nature, avec des chiens, avec ma famille, et je suis pas directement dans le je vais tuer un sanglier, je vais tuer un chevreuil. Il y a des moments où on n'en verra pas. Et en soi, je respecte l'animal parce que on est déjà sur ses terres à lui, faut pas l'oublier. Et puis c'est un être vivant. Et je pense qu'il doit avoir tout notre respect en fait. Il va nous apporter de la viande. Tu fais le lien avec la nourriture, hein, oui. Souvent. Ouais. Oui. Pour toi, c'est très important. Oui. Ouais. Je veux juste rebondir. Bien sûr. Que c'est pas rien de tuer un animal, que c'est pas un geste anodin. Et je me souviens d'une phrase que m'avait dit un oncle de ma famille. Et il m'avait dit, quand je tire un animal, j'ai toujours un moment de solitude. Et ça m'a marqué. Et c'est vrai que voilà, c'est un geste qui demande du courage. Et je pense qu'à l'époque, on voyait aussi plus la mort en face. Parce qu'on avait des fermes, parce qu'on avait des poules, on avait des lapins, parce qu'il fallait aussi tuer pour subsister. Et sans ces générations, sans ces ancêtres qui n'auraient pas eu ce geste, nous n'en serions pas là. Il ne faut pas oublier la nature de l'homme, hein, aussi on est omnivore. Et non, je pense que justement, les gens en fait, ils ne veulent pas voir la réalité en face aussi. Et c'est important, voilà, aujourd'hui, je pense que c'est bien, parce que d'ailleurs, on voit bien que dans la société, la mort aussi, elle est négative. Ça prend une valeur que finalement, on peut la voir différemment. Et c'est important de voir la mort en face aussi. Et donc, voilà. Pour conclure, est-ce que vous pouvez me dire, je vous en prie, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez retenu de votre passage à la Fédération, alors, finalement? Qu'est-ce que vous avez découvert? Octave, peut-être, ou Amélie? Allez-y. Alors moi, j'ai travaillé avec la Fédération de chasse dans le cadre de mes études. Et tout ce que je peux dire, c'est des très très grands professionnels. Ils sont assez impressionnants sur tout ce qu'ils font. Ils ont des grandes compétences, notamment sur tout ce qui est biodiversité. Et vraiment, c'est très impressionnant et très agréable de travailler avec eux. Ils sont très professionnels. Et je voudrais les remercier déjà de m'avoir invité ici. Et aussi de nous avoir accompagnés dans notre étude, pendant nos études, parce qu'ils ont été très très efficaces et nous ont permis de beaucoup développer nos compétences. Amélie, peut-être? Je rejoins complètement l'idée d'Octave. Enfin, voilà, je suis vraiment surprise de toute la connaissance qu'ils ont vraiment.
et de leur passion qui la transmettent très très bien. Agréablement surpris. Moi, j'y suis allé dans le Oui, cadre parce que de- toi, tu y allais, tu te demandais à quoi ça sert. Hein. Oui, C'est ça. totalement. Disons-le sans Je ne franchement. savais pas du tout à quoi ça servait et c'est grâce à mon président de Batu que j'ai pu faire ma demande. Il m'a aidé parce que je ne savais pas du tout comment on faisait. Et je suis agréablement surpris déjà du professionnalisme qu'ils ont, des connaissances, de l'énergie qu'ils mettent dans tous leurs projets. Et agréablement merci. Agréable. Moi, je voulais remercier Olivier aussi, parce que c'est grâce à lui qu'on est là. Olivier et c'est Gallo. grâce à Oui. Olivier Je Gallo crois qu'on peut qu'on a applaudir vu- Olivier Gallo parce que ça fait des années. C'est des années qu'il tisse ses partenariats avec l'université. Ça qui- fait des années qui qu'il y a ce forme- partenariat avec le projet Tutoré qu'on fait, où on fait de la sensibilisation auprès des enfants d'école, qui est super important, et c'est mené par Olivier qui nous aide. Merci aussi à toute la fédération déjà de nous avoir invités, et moi ça a participé à mon changement de vision de la chasse, donc il y a eu des échanges avec Lola, et quand j'ai vu vraiment ce monde-là, j'ai complètement changé. Comme ils l'ont dit précédemment, il y a des connaissances qui sont folles, ils savent de quoi ils parlent, tout dans le respect. Voilà, je les remercie. Merci. Écoutez, merci beaucoup d'être venu. Président Schrane, avant votre discours, un mot à ces jeunes ou pas? Ou vous allez peut-être en parler pendant votre discours? Bon, je vais évoquer ces sujets, mais je les félicite d'être venus effectivement à l'Assemblée Générale. C'est pas un exercice facile de Non. parler devant une salle. Pas du tout. Hein. Et oui, j'ai retenu tout ce qu'ils ont dit, beaucoup de vérité, beaucoup de choses importantes, on doit l'entendre et c'est important pour nous. Mais je retiens une chose dans le fond que je connais un petit peu dans ma région des Hauts-de-France, c'est dans le fond que quand on connaît la chasse, on change souvent d'avis. Et la petite anecdote que je voudrais vous raconter rapidement, c'est, vous savez qu'on a beaucoup de problématiques avec la vénerie, la chasse à courre dans les Hauts-de-France. La chasse à courre, d'ailleurs, qui est pourtant, j'irais entre nous, la chasse la plus naturelle qui soit, un prédateur et un prédaté. Donc un équipage de chiens qui court après un animal, c'est comme une meute de loups qui court après un animal. C'est juste la même chose qu'on a dans la nature tous les jours. Et excusez-moi l'expression, mais c'est aussi la sélection naturelle. En fin de compte, il y a deux solutions pour attraper un cerf, un chevreuil ou un sanglier. Soit il est trop vieux, et c'est la sélection naturelle, et c'est comme ça dans la nature tous les jours. Excusez-moi l'expression, soit il est trop con, et c'est aussi la sélection naturelle. Et c'est comme ça que sa descendance sera meilleure et se fera moins attraper. Mais pour vous dire qu'on a donc beaucoup de problèmes avec les avas, vous savez, ces groupuscules qui viennent effectivement entraver la chasse. Et là, je voudrais m'adresser à ces demoiselles. Vous avez quelque chose en vous que nous, les hommes, n'ont pas. C'est-à-dire cette force intellectuelle, dans le fond, de savoir prendre du recul pour juger quelque chose. Je l'ai vu parce que dans tous ces avas qui entravent ces chasses en Hauts-de-France, nous sommes à la 11e jeune fille qui, après être venue s'opposer à la chasse, a fini par la rejoindre. Je ne vous parlerai pas des 2 mariages qui ont été célébrés entre veneurs et avas, mais c'est vrai. 11 jeunes filles en 4 ans qui, venant entraver la chasse, ont fini par se poser les bonnes questions, à l'aimer et, entre guillemets, même l'épouser. Donc, vous voyez, tout est possible. Il suffit simplement pour nous d'expliquer la chasse et demain, nous n'aurons plus à la défendre. Merci à eux. Merci. Merci à vous.